Il demande à J. Edgar Hoover, patron du FBI, d'envoyer ses hommes sur le terrain. Leur mission ? Démanteler cette organisation terroriste. Pour le FBI, le Klan était une priorité absolue. À titre d'exemple, dans la ville de Meridian, dans le Mississippi, il y avait un petit bureau local du FBI, avec seulement 3 agents. Et en l'espace d'une semaine, plus de 150 agents sont arrivés en renfort. Ils se sont installés dans ces locaux minuscules et dans un hôtel qui se trouvait juste à côté. Le directeur du FBI a inondé tous les États du Sud d'agents fédéraux et de nombreux bureaux ont été ouverts dans le seul et unique but d'enquêter sur les activités du Ku Klux Klan. Avec à sa tête l'agent spécial Roy Moore, le FBI emploie les grands moyens pour tenter de neutraliser le Ku Klux Klan. En particulier dans l'État du Mississippi, où l'organisation d'extrême droite est soupçonnée d'être impliquée dans la disparition mystérieuse de 3 militants des droits civiques. Le nom de code de cette opération, Mississippi Burning, va donner son titre à un célèbre film sorti en 1988. 3 militants des droits civiques, James Chaney, un Afro-Américain du Mississippi, Andrew Goodman et Michael Schwerner, 2 juifs new-yorkais qui avaient la vingtaine, étaient venus spécialement dans le but d'aider les Afro-Américains à s'inscrire sur les listes électorales. Le lendemain de leur arrivée dans le Mississippi, ils se font arrêter par le shérif pour excès de vitesse. Il les met en cellule et les relâche quelques heures plus tard dans la soirée. Lorsqu'elle réalise qu'il n'est pas rentré, la femme de Michael Schwerner alerte les autorités et le FBI. Et c'est à ce moment-là que l'enquête a commencé. Lorsque le FBI entame son enquête, il commence par interroger l'adjoint du shérif local, un certain Cecil Price. Quelques jours plus tôt, il a arrêté les 3 militants pour excès de vitesse. Il est alors le dernier à les avoir vus vivants. Pendant presque 2 mois, les militants des droits civiques restent introuvables. Pour le FBI, il s'agit probablement d'un meurtre. Et le Klan est en tête de la liste des suspects. Les agents fédéraux du FBI qui débarquent dans le Mississippi, ils se rendent compte qu'ils sont seuls au monde. Personne ne va les aider. Puisque non seulement le Klan est très certainement, on n'est pas totalement sûr à l'époque, est coupable du meurtre, mais en plus le Klan, c'est la police locale. Ils étaient partout. Ils avaient infiltré les forces de l'ordre, le système judiciaire, la sphère politique. Grâce à ça, ils pouvaient fournir de nombreuses informations aux autres Klansmen sur des cibles potentielles. Malgré tous les moyens mis en œuvre par le FBI et la police pour retrouver les militants des droits civiques, l'enquête piétine. Leur voiture finit par être repêchée au fond d'un lac. Mais les 3 hommes, eux, restent introuvables. Le mystère autour de leur disparition devient un feuilleton qui tient tout le pays en haleine. Au bout de 44 jours, le FBI finit par retrouver les disparus, ou plutôt leurs cadavres, qui sont enterrés dans un terrain vague. Une affaire élucidée grâce aux renseignements fournis par un informateur infiltré au sein du Ku Klux Klan. Dans l'enquête baptisée Mississippi Burning, le FBI a obtenu des renseignements décisifs grâce à l'aide d'un informateur. Ces indications leur ont permis de retrouver les corps près d'un barrage, puis de les exhumer le 4 août 1964. À l'origine de ce triple meurtre, un certain Edgar Ray Killen. Il a bénéficié de la complicité du shérif et de son adjoint Cecil Price, ceux-là même qui ont arrêté les victimes le soir de leur disparition. Ils appartiennent tous au Ku Klux Klan. Ils ont été emmenés au bureau du shérif à Philadelphia. Là, ils ont été interrogés, et c'est pendant cet interrogatoire que les hommes du Klan ont pris la décision de les assassiner tous les 3. Lorsque le soi-disant interrogatoire a été terminé, le shérif et son adjoint ont dit aux 3 militants des droits civiques qu'ils pouvaient rejoindre leur voiture et partir. Ils ont conduit sur à peine 500 mètres avant d'être interceptés par les hommes du Klan. À partir de là, une course-poursuite s'est engagée jusqu'à ce que leur voiture soit immobilisée.
On les a emmenés dans un endroit isolé qui s'appelle Rock Cut Road. C'est là qu'ils ont été exécutés. Au bout de quelques semaines, 18 membres du Ku Klux Klan sont arrêtés. Grâce aux renseignements obtenus au cours des différents interrogatoires, Roy Moore et ses hommes parviennent à identifier le cerveau de l'opération. Il s'appelle Samuel Bowers, et c'est le grand dragon de l'État du Mississippi. Sam Bowers était le grand Manitou d'un groupe baptisé les Chevaliers du Ku Klux Klan, qui était responsable d'au moins une dizaine d'assassinats à travers tout l'État du Mississippi, probablement davantage. Et ils étaient considérés à juste titre comme la section du clan la plus violente de tout le pays. Sam Bowers est probablement le Klansman le plus célèbre, mais aussi le plus redouté du Mississippi. Il recrutait lui-même ses hommes et il les entraînait pour exécuter des missions qu'il avait planifiées. Malgré tous les efforts déployés par le clan de Samuel Bowers pour semer la terreur et décourager les Afro-Américains de s'inscrire sur les listes électorales, le 4 août 1965, le président Lyndon Johnson signe le Voting Rights Act, interdisant les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote. En représailles, Bowers commandite le meurtre de Vernon Dahmer, un militant des droits civiques. Vernon Dahmer était un propriétaire agricole et un homme d'affaires qui avait réussi. Il était persuadé que si les Noirs du Mississippi allaient tous voter, les choses commenceraient à changer. Le clan n'aimait pas les gens comme lui et ils ont décidé de l'attaquer dans sa maison en plein milieu de la nuit, le 10 janvier 1966. Vers 2 h du matin, 2 véhicules remplis d'hommes armés nous ont attaqués. Ils ont commencé par tirer des coups de feu en direction de chez nous. Ils ont jeté des bouteilles remplies d'essence, puis des torches enflammées pour mettre le feu à toute la maison. Mon père s'est défendu. Il y a eu une fusillade qui, à la fin, lui a coûté la vie. Mais il ne s'est jamais fait tirer dessus. Il est mort asphyxié par les gaz toxiques dégagés par les flammes, qui ont littéralement brûlé son système respiratoire. Après le meurtre de Vernon Dahmer, l'étau se resserre sur Bowers. Le grand sorcier du Ku Klux Klan dans le Mississippi est désormais dans le collimateur du FBI. Pourtant, malgré les preuves accumulées ainsi que les aveux d'une partie des hommes de Bowers, les exécutants vont écoper d'une peine dérisoire. Et Bowers lui-même est acquitté par un jury blanc. Une impunité qui n'a rien de surprenant. Au milieu des années 60, une grande partie des Blancs dans le Sud les considéraient comme des gens pas très fréquentables. Mais en même temps, ils pensaient que leurs actions étaient légitimes à partir du moment où cela protégerait leurs enfants contre le fléau de la déségrégation, que cela leur éviterait d'avoir à s'asseoir à côté d'enfants noirs dans les écoles. Dans ce climat de ségrégation et de suprématie blanche, beaucoup de gens se sont fait les complices de leurs crimes, en choisissant de détourner le regard, plutôt que de condamner toute cette violence et les idées qui en sont à l'origine. Mais l'impunité dont bénéficient les hommes du Ku Klux Klan touche à sa fin. En 1971, à seulement 30 ans, Bill Baxley est nommé procureur général de l'État d'Alabama. Il décide alors de rouvrir l'enquête autour de la mort des 4 fillettes dans un attentat à la bombe à Birmingham, 8 ans plus tôt. Le principal suspect s'appelle Robert Chambliss, et malgré toutes les preuves accumulées contre lui, il est toujours libre comme l'air. Chambliss était le leader d'un groupe à Birmingham qui était responsable de plus de 40 attentats à la bombe sur une période de 20 ans. Il était le cerveau derrière ces attaques. D'ailleurs, on l'avait surnommé Dynamite Bob. À l'époque, la croisade menée par Bill Baxley contre le responsable de cet attentat, un membre influent du Ku Klux Klan, va lui valoir de nombreuses menaces. Ça, c'est une lettre que j'ai reçue un jour à mon bureau. Cher Monsieur Baxley, nous voulons vous féliciter et nous espérons que vous êtes fier d'être devenu un nègre blanc. Nous prions de toutes nos forces pour que vous connaissiez le même destin que l'autre amoureux des nègres, Kennedy. Autrement dit, la mort. Mort pour de bon. Et cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Malgré les multiples tentatives d'intimidation,
Bill Baxley tient tête au Ku Klux Klan. Il ne va rien lâcher. Ça, c'est ma réponse à leur lettre. Allez vous faire foutre. Cordialement, Bill Baxley, procureur général. Ils ont souhaité une réponse, ils l'ont eue. En 1977, Baxley réussit à faire condamner Robert Chambliss à la prison à vie. Il a alors 73 ans.